Ouais, donc c'est assez surprenant parce que c'est quand même un événement d'ampleur internationale. Il y a une vraie question ils sont satisfaits de la rencontre quand même. Ils sont satisfaits de la rencontre. Je crois qu'il y a eu un terme d'utilisation de satisfaction de la rencontre, parce que Poutine a aussi pas rendu compte, mais il a appelé après qui est le fameux. Juste pour souligner que les bases équitables dans la tête de Poutine, c'est l'Union soviétique d'un côté et l'Amérique de l'autre côté en fait. Donc lui il vit encore mentalement au XXe siècle, et sauf que ce n'est visiblement pas le principe de réalité du XXIe siècle, où la Russie c'est moins de 2% du PIB mondial. Vous avez dit combien pour les États-Unis? 26%. Voilà, donc x13. De quoi on parle en fait? Comment on peut les mettre côte à côte? Mais Poutine est inconscient, parce que souvenez-vous, c'était en 2024. Avec son petit côté renard, il avait dit pourquoi pensez-vous que je vais m'étendre dans les pays baltes, plus loin en Ukraine? Vous, les Occidentaux, vous représentez 46 000 milliards de PIB. Vous avez, si on additionne les budgets des États européens plus ceux des États-Unis, vous avez le plus gros armement. Mais c'est souvent sa manière aussi de se faire passer parfois pour la victime, la personne attaquée, la personne menacée, et puis avancer ses pions. Tout à l'heure, vous avez parlé de la stratégie du salami, du saucisson. Il est très malin sur ça. Il avance en Géorgie, il avance en Crimée. Oui, c'est exactement ce qu'il fait, petit pas par petit pas. En tout cas, on évoquait Vladimir Poutine et ses récentes déclarations. On va donc vous les rappeler si vous nous rejoignez en direct sur LCI. Une rencontre avec Donald Trump opportune et très utile, et une discussion avec Donald Trump de la paix en Ukraine sur une base très équitable. Hier, lors de ce sommet, nous avons écouté très attentivement le président russe, Vladimir Poutine, et il a tout de même rappelé ses objectifs qui allaient le mener vers la paix. Je vous propose qu'on la écoute et qu'on évoque ces objectifs juste après. Regardez. Nous sommes convaincus que pour que le règlement ukrainien soit durable et à long terme, toutes les racines profondes de la crise, qui ont été discutées à maintes reprises, doivent être éliminées. Toutes les préoccupations légitimes de la Russie doivent être prises en compte, et un juste équilibre dans le domaine de la sécurité en Europe et dans le monde entier doit être établi. Nous allons rappeler cette phrase très particulière, Jean de Glignesti, qu'a prononcée ici le président russe Vladimir Poutine sur les racines du mal en Ukraine. Quand on est peu connaisseur, en tout cas, de ces dialectes russes, de quoi en résulte-t-il sur ces racines du mal? Alors, je ne parle pas de la question de l'OTAN, mais c'est clair que l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, quoi qu'on en dise, même si 20 ans ou il y a 30 ans, il a dit oui, l'OTAN peut-être, etc. Non. L'extension de l'OTAN est une cause majeure des difficultés que nous avons eues en Géorgie et que nous avons en Ukraine. Ça, c'est très clair. Alors, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a le gouvernement qui n'est pas estimé légitime parce qu'il n'a pas été renouvelé, parce qu'à cause de la guerre, il n'y a pas eu d'élection. Il y a le gouvernement qui est supposé être sous influence des héritiers du nationalisme bandériste à connotation nazie, d'où le mot dénazification. Il y a la question de la langue russe et même la question de la religion. La question de la langue russe, parce que il y a des lois qui ont été prises en 2017 qui interdisent, qui mettent fin à l'enseignement obligatoire du russe. Enfin bon, il y a des tas de choses. Tous les Ukrainiens parlent russe, mais il y a des lois dans ce genre. Et il y a la religion, parce que l'indépendance du pays dans l'orthodoxie entraîne naturellement l'érection d'un patriarcat indépendant. Et le patriarcat, il a été moins, si je puis dire, ordonné par Constantinople. Et ça aussi, les Russes ne l'acceptent pas et estiment que les orthodoxes du patriarcat de Moscou, qui existe en Ukraine, sont persécutés par le gouvernement. Et il y a énormément Et en fait, ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, c'est que c'est sans fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas l'identité nationale spécifique de l'Ukraine, ça charge quand même beaucoup la barque. Alors, peut-être qu'au bout du compte, il se limitera à l'OTAN et puis à 2 ou 3 points concernant, je ne sais pas, de nouvelles élections, etc. Ah ben, c'est autre chose, la question territoriale. Mais c'est sûr qu'il y a un grand point d'interrogation et une marque de danger, là. Rapidement, Vincent. Jean Glignesti a raison sur la question de la survie du régime. Je pense que dans cette formule, Zelensky est visé et qu'il peut passer avec l'eau du bain sur les causes profondes. Je pense que le chef d'État ukrainien a beaucoup de soucis à se faire. On va se connecter avec Kiev, on va poser la question à notre envoyé spécial, Marianne Kotonov, merci beaucoup d'être avec nous. Quel état d'esprit, d'après vous, et des Ukrainiens et du chef d'État, alors qu'on a bien vu que tout s'organise autour de l'Ukraine sans l'Ukraine?
Oui, et ça, ils le savent depuis un moment déjà. En fait, là, ce qui commence à sortir, c'est notamment des sources du New York Times, c'est en fait ce que se sont dit Vladimir Poutine et Donald Trump. Et qu'en fait, donc, il y aurait le Donbass qui serait dans la balance. Poutine réclame l'entièreté du Donbass, même les territoires qui ne sont pas encore occupés par la Russie. Et c'est là le fameux échange de territoires qui pourra avoir lieu. C'est-à-dire que du coup, Poutine gèlerait la ligne de front des oblasts de Kherson et de Zaporijjia. Là, pour le moment, c'est ce qu'il sort et ce qui semble se dessiner. Évidemment, aucune confirmation encore, aucune réaction là-dessus. Mais pour Volodymyr Zelensky, la réunion de lundi, c'est un véritable piège parce que Donald Trump va lui proposer un deal comme ça, avec un échange de territoire, et il va se retrouver coincé. Soit, effectivement, il refuse, et là, il passe pour celui qui refuse la paix, soit il va devoir accepter ça, qui est absolument inacceptable pour une grosse majorité d'Ukrainiens. Nous, depuis qu'on est ici, on les a interrogés sur ce thème d'échange de territoires, de donner des territoires à la Russie, et en fait, la réponse est un non catégorique, parce qu'ils nous disent tous que toutes les vies qui ont été sacrifiées pour se battre dans le Donbass, eh bien, auraient été sacrifiées pour rien. Et puis, de toute façon, c'est un marché de dupes, parce que en échange de tout le Donbass, donc l'Ukraine, en fait, aurait juste la ligne de front gelée à Kherson et dans les oblasts de Kherson et de Zaporijjia. Donc franchement, il n'y a aucun avantage là pour l'Ukraine, et Volodymyr Zelensky va devoir faire un véritable exercice d'équilibriste lundi. Merci beaucoup Marianne Kotanov avec les images de Marine Truchot en direct de Kiev. Discussion sur des bases équitables, comme dit Vladimir Poutine à l'instant, ou piège pour Volodymyr Zelensky? Discussion, je pense, sur des bases équitables, mais du point de vue ukrainien. Je voulais juste expliquer que le problème de l'OTAN, qui revient tout le temps sur la table de par la main et la bouche de Poutine, est pour nous plutôt un problème de l'impérialisme russe et de la non-reconnaissance de facto de la souveraineté des 14 républiques de l'ex-URSS après la chute de l'ex-URSS. Et quand il y a eu cet élargissement de l'OTAN, c'est pas l'OTAN qui est allé chercher ces pays baltes et les autres pays, en fait. C'est les pays qui ont voulu se mettre à l'abri de l'impérialisme russe. Et je pense que ça, c'est un point qu'effectivement, il faut toujours garder en tête quand on parle du problème de l'OTAN. Par rapport au gouvernement et Zelensky qui ne serait pas légitime, j'ai juste envie de dire que personne, et surtout pas Poutine et ni Trump, n'ont de leçons de démocratie à donner aux Ukrainiens. Parce que Poutine, qui est au pouvoir en Russie depuis 25 ans, Trump, on a vu tout ce qu'il a essayé de faire un 6 janvier, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en Ukraine, les Ukrainiens ont réussi à faire en sorte que le pouvoir change et qu'il y ait des réélections, et qu'ils ont eu ils ont demandé des comptes à leurs dirigeants. Et encore une fois, en temps voulu, quand la guerre sera finie et que la Constitution autorisera des élections, Zelensky aura aussi un face-à-face avec le peuple ukrainien, et des questions lui seront posées en temps voulu quand le peuple ukrainien sera prêt à traiter de la problématique. Je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. En attendant, les combats continuent. Alors que nous sommes dans un processus de négociation. Les combats continuent en Ukraine. 139 affrontements ont été enregistrés entre les Russes et les Ukrainiens la nuit dernière, alors même que ce sommet en Alaska avait lieu. On a appris par Vitali Klitschko, qui est le chef de l'administration de Kiev, que l'armée russe avait lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine pendant la nuit de vendredi à samedi. Il va encore plus loin. Il explique que sur ces 85 drones, 61 abattus, dont des drones de type Shahed, des drones de conception iranienne. Ce qui montre bien l'intérêt des BRICS ici. Absolument. Et des drones leurs. Mais si on va un petit peu plus loin, il y a Dimitri Medvedev. Il est l'ancien président de la Fédération de Russie, un très proche de Vladimir Poutine. Et il dit « La réunion a prouvé que des négociations sont possibles sans conditions préalables et simultanément avec la poursuite de l'opération militaire spéciale. » Bon. Voilà qui est dit. Il a tout intérêt, Vladimir Poutine, de continuer de grappiller des terres, notamment d'avancer, parce qu'on peut toujours négocier. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà ce que nous disent les Russes. C'est ce que recherchait Poutine, de toute manière, avant d'arriver à Anchorage, c'est-à-dire le rétablissement des relations diplomatiques, la reconnaissance internationale, mais la poursuite du conflit, pensant lui-même qu'il a un avantage à l'heure actuelle, ce qui n'est pas certain.
Je pense que tant le président américain que le président russe sont aveuglés par leur hubris, sont dans des bulles informationnelles, y compris des bulles informationnelles militaires ou d'ordre sécuritaire, qu'il est persuadé qu'il l'emportera, ce qui n'est vraiment pas certain. On l'a vu notamment au cours des 24 dernières heures avec une petite contre-offensive ukrainienne sur la région de Pokrovsk. Donc peut-être se trompe-t-il et qu'il commet une erreur stratégique. Je pense qu'il aurait pu profiter de cette réunion à Anchorage justement pour changer de stratégie, mais c'est pas le cas. Il reste dans son épure et il n'en bougera pas. Vladimir Poutine, une rencontre opportune et très utile, c'est ce qu'il dit. Regardez, on va l'écouter, le maître du Kremlin. Je tiens à souligner d'emblée que cette visite était opportune et très utile. Nous avons abordé pratiquement tous les domaines de notre coopération, mais nous avons bien sûr parlé en premier lieu d'une solution équitable à la crise ukrainienne. Jean de Glignesti, rencontre opportune et très utile, alors que dans le même temps, eh bien, on l'a vu, on négocie de façon opportune, très utile, mais les combats, ils continuent. Oui, mais j'allais dire, pendant la fête de la diplomatie, les combats continuent. Hein. Ça a toujours été le cas. Effectivement. Alors, je ne vois pas d'exception dans l'histoire. On a interrompu les combats pour une négociation. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Il y en a peut-être, hein, historiquement, mais j'ai pas trouvé que ce soit la Corée, le Vietnam, même la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout le temps, on se bat, sauf en cas d'effondrement de l'armée, ce qui est arrivé quand même à la fin en 1918, quand l'armée allemande s'est complètement effondrée. Mais là, il n'y a pas eu de négociation, c'était une capitulation. Mais tant que l'armée se bat, eh ben, on peut négocier et on espère améliorer, j'allais dire, sa position de négociation via sa position militaire. Donc en fait, les Ukrainiens sont dans ce cas et les Russes sont dans ce cas. Donc en fait, là, Medvedev énonce une banalité, en fait, une banalité. Et alors, même un cessez-le-feu, ça s'improvise pas d'un coup de baguette magique. Il faut le négocier, il faut savoir qui va le surveiller, etc. Donc le cessez-le-feu, on commence à en parler alors que il y a aucun cessez-le-feu et on se tire dessus. Donc voilà. Alors ce qui est sûr, c'est que Poutine a souhaité déclencher tout ce processus, y compris le processus de normalisation, même s'ils ont gardé quand même des relations diplomatiques, mais bien entendu. En tout cas élargir la relation avec les États-Unis, lancer de nouveaux programmes de coopération dans toutes les matières que vous avez développées à juste titre, mais ils veulent faire en continuant les combats. Poutine, c'est un prince qui avance selon les circonstances et il sait que là, il est sur ses petits objectifs de court terme, mais ça n'enlèvera rien à ses objectifs de long terme. Quand il parle des populations russophones, quand il parle de la grande Russie, quand il parle de... Il l'a refait dans son narratif hier, il a reparlé des frères ukrainiens. Nous sommes des frères, chose qu'il avait fait déjà dans un document en 2021 où il parlait de l'unité historique entre la Russie et l'Ukraine. On voit que lorsqu'il avance selon les circonstances sur un point, rapidement, les autres demandes qu'il a formulées par le passé et qu'on connaît très bien chez les dictateurs, puisqu'elles sont souvent exprimées soit dans les discours, soit dans les textes, sont remises sur le devant de la scène. Il a quand même parlé, c'est intéressant, de la nation ukrainienne qui ne manque pas de courage ou qui a du courage. Alors, il ne faut pas attacher trop d'importance à cela, parce qu'en fait, il utilise le mot nation au sens soviétique du terme. C'est-à-dire, on fait partie, tout le monde est citoyen, et puis il y a une nation ukrainienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il reconnaît l'identité nationale et l'existence de l'Ukraine en tant que nation. Mais malgré tout, c'est une évolution en sens, peut-être un début de petite évolution. Bon, il reste encore une inconnue, la fameuse rencontre tripartite. C'est ce que veut Donald Trump entre lui-même, Volodymyr Zelensky et le président